Et vous de 100% Bénin, bonjour à tous et merci de nous suivre sur Sika. Le chef de l'État béninois Thomas Boni Yayi a prononcé hier à l'Assemblée nationale son discours sur l'état de la nation, un discours qui, dans son ensemble, peut être résumé à un bilan de sa gouvernance économique, sociale et politique de ces 10 dernières années. Dans son allocution, le dernier en sa qualité de chef de l'État devant le Parlement béninois, le président Boni Yayi a également fait ses adieux aux représentants du peuple. Le décryptage de ce discours on le fera pour l'essentiel dans ce débat en première partie de cette émission. Ensuite, nous ouvrirons le dossier du jour dans le registre de la crise provoquée au sein des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE par le choix de l'actuel Premier ministre Lionel Zinsou comme candidat de l'alliance politique au pouvoir pour la prochaine élection présidentielle. Alessandre Outondi, membre fondateur de cette alliance politique, aujourd'hui l'un des fondeurs, sera notre invité en deuxième partie de cette émission. Nous ferons les décryptages, mais on revient juste après ceci. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures de temps, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Selon le président Boni Yayi, de nombreuses avancées ont été notées sous son régime de 2006 à aujourd'hui, même si ce dernier reconnaît que beaucoup reste à faire. C'est une déclaration faite hier lors de son allocution devant le Parlement béninois à Porto Novo, la capitale. Le décryptage de ce jour sur le discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant le Parlement, on le fera avec Médéric François Gongo. Bonjour, vous êtes journaliste et promoteur du quotidien béninois Actu Express. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi. Alors, avec vous également, Marcel Zoumenou, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien La Nouvelle Tribune au Bénin. Marcel Zoumenou, bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour Emmanuel. Alors, Médéric François Gongo, vous avez pu suivre, comme nous, le discours du président Boni Yayi sur l'état de la nation. Êtes-vous satisfait de ce discours, le tout dernier d'un chef d'État en exercice? Déçu. Je suis déçu, je suis à la limite abasourdi lorsque j'observe les promesses, lorsque je constate les engagements d'avant 2006 et qu'à la réalité du pouvoir, je remarque que les espérances ont été trahies, les désirs ont été compromis, et l'avenir du pays se retrouve à la croisée des chemins. J'ai entendu un chef de l'État dans un exercice traditionnel qui, beaucoup plus qu'hier, a déçu. Il a déçu et lui-même il a compris en ceci que la phrase phare que je retiens de cette intervention est que j'ai pu faire ce que je pouvais faire, même s'il reste à faire. Un chef d'État n'est pas élu pour faire ce qu'il veut faire, pour faire ce qu'il peut faire, mais pour faire ce qu'il doit faire, eu égard à ses engagements. Et lorsque je constate sur tous les plans, je veux parler du plan politique, je constate, j'allais dire, une volonté durant tout le temps de démythifier le pouvoir qui s'est traduit par une recherche de populisme. Je constate une volonté de désarticuler la classe politique qui s'est établie par une mise en veilleuse, une hibernation de la classe politique. Je constate une poltronisation des élites urbaines, où le peu qui nous reste, je remarque à regret, que nous avons constaté, j'allais dire, une subordination, une instrumentalisation de la presse, et avec à la clé le corpus social qui s'est retrouvé implosé par la patriotisation du mouvement syndical et la mise en veilleuse également de la société civile. N'eût été quelques acteurs intrépides, je veux parler du FONAC, je veux parler de Alcré, je veux parler de Conscience citoyenne ou ce qui est devenu Alternative citoyenne. Je constate sur le front de l'économie que nous avions eu droit à une volonté de lutter
contre ceux qui ont pu se mettre au firmament de la création de la richesse, où tu rentres dans les rangs, où on te crée des problèmes, où tu as la pression fiscale. Je constate que dans cette logique d'efficacité du chef de l'État, certainement mû par une déformation professionnelle au niveau de la Banque mondiale, je remarque que l'on a pressuré jusque dans les derniers retranchements les acteurs économiques, jusqu'à maintenant certains à mettre clé sous paillasson. Nous l'avons constaté avec la société Kajaf Kouban et beaucoup d'autres. Au niveau du social, je remarque qu'on n'a jamais voulu que les syndicalistes aient le droit de grève. En définitive, on a fait la promotion des rois pour faire constater la sclérose dans laquelle on a confiné la société civile et en définitive les infrastructures qui se sont effectuées sur le terrain. On l'a vu, il y a eu des routes, il y a eu des salles de classe, mais tout ceci a un arrière-goût d'inachevé. Et le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Et dans un mea culpa, il tend de demander presque pardon au peuple béninois, mais je pense que tel n'est pas le cas. Le pardon ne sera accordé que lorsque le peuple béninois va exprimer son suffrage en faveur ou en défaveur du choix du pouvoir en place qui se veut être celui qui va assurer la continuité. Alors, un arrière-goût d'inachevé, c'est vous qui l'avez dit, Médéric François Bongo. Marcel Zimonou, vous avez également suivi ce discours. Peut-on dire que vous vous attendiez à ce contenu? Non, je crois que le chef d'État allait se montrer beaucoup plus responsable. Mais j'ai vu dans le discours, j'ai suivi le chef d'État, mais je n'ai pas vu un chef d'État responsable. Parce que le discours n'était pas réellement un discours sur l'état de la nation, c'est une compilation de quelques actions menées ça et là. Parce que la notion de nation est une notion beaucoup plus vaste qui intègre beaucoup de choses. Qu'est-ce que le chef d'État a pu faire du chantier de la cohésion nationale? Qu'est-ce qu'on a pu faire du chantier de la paix? Qu'est-ce qu'on a pu faire du chantier de la stabilité? Et on n'a rien vu sur ces aspects, alors qu'on sait que sous Yahya Boni, de 2006 à 2016, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Quand vous regardez notre constitution, vous lisez un peu le préambule, vous voyez les aspirations auxquelles notre peuple aspire. Vous allez voir cette alinéa, et dans ces 7 alinéas, il a les mots paix, il a les mots droit et droit de l'homme, il a les mots justice qui reviennent fréquemment. Vous savez que c'est sous Yahya Boni qu'il a interdit presque de marcher. Vous savez que c'est sous Yahya Boni que des syndicalistes ont été gazés. Moi, j'aurais voulu avoir un chef d'État qui puisse faire son mea culpa dans ce dernier discours, parce que c'est la dernière occasion solennelle qu'il avait de parler à son peuple. Mais il a vraiment raté l'occasion. Maintenant, quand je regarde un peu, je ne veux pas, parce que sur le plan sectoriel, il y a beaucoup de choses mais de façon synthétique, il y a des promesses qui ont été faites. Je vais prendre 2 promesses. Le taux de croissance à 2 chiffres. Le chef d'État a lui-même dit, puisque personne ne lui a demandé, c'est lui-même qui nous a dit qu'il veut faire le taux de croissance à 2 chiffres. Actuellement, on est autour de 5%. Quand vous lisez le discours d'investiture du chef d'État le 6 avril 2006, il a parlé de faire la promotion de l'excellence, de faire la promotion du mérite. Mais c'est sous Boni Yayi qui a eu la promotion de la médiocrité. Nous pouvons entrer dans les détails, il y a des exemples précis que nous pouvons donner. Oui, mais parlant du taux de croissance, dans son discours, il a dit que c'est monté à un moment donné, aux alentours de 2007-2008, à 6,9 avant de retomber face à certains facteurs qui n'ont pas forcément favorisé la chose. Les promesses de campagne ne sont pas forcément les réalités du pouvoir, Marcel Zoumenou. Oui, et qui avait obligé le chef d'État à parler du taux de croissance à 2 chiffres? Ce n'est pas moi, ce n'est pas le peuple, c'est lui-même qui a pris cet engagement solennel. Et on constate à la fin du travail qu'il n'a pas pu respecter cela. Et donc, dernière chose sur chose là, il a parlé de faire l'effort parce que nous sommes un pays pauvre. Et puis, quand vous regardez ceux qui ont amené Yahya au pouvoir, en majorité, c'était des gens des zones rurales. Il a dit qu'il ferait l'effort pour que les denrées de première nécessité, je voudrais parler de la télécommunication, je voudrais parler de l'électricité, je voudrais parler de l'eau, je voudrais parler des produits pétroliers, qu'il ferait l'effort pour que tout cela coûte moins cher. Aujourd'hui, de 2006 à 2016, on a constaté que en dehors de la télécommunication, où il y a quelques efforts,
tout le reste des denrées ont augmenté, même presque doublé de prix. Et là, c'est des chantiers sur lesquels je n'ai pas vu le chef d'État dire grand-chose. Et c'est pour moi l'un des plus grands défis. Pour résumer, je voudrais dire exactement comme la manchette de la nouvelle tribune d'aujourd'hui, grosse attente et petit discours. Alors, Marcel Djoumeno, vous l'avez dit, vous ne ressentez pas que le discours prononcé hier devant l'Assemblée nationale par le président Boni Yayi soit un discours sur l'état de la nation. C'était quand même un discours qui a fait le bilan des 10 années de gouvernance de Boni Yayi. Mais vous, en dehors de ce discours, comment appréciez-vous aujourd'hui le bilan de ces 10 dernières années? Le bilan de ces 10 années, c'est un pays désarticulé, c'est une gouvernance politique qui est ce que nous voyons là, où tous les ministres deviennent des potentiels choses là, et propagandistes du gouvernement. Vous savez, quand quelqu'un est nommé ministre, il devient en même temps FCB et il commence par faire la propagande. Vous avons parlé de l'administration politisée à outrance. Oui, l'administration est politisée à outrance, c'est ce que nous avons vu pendant les 10 ans. Nous avons vu le culte de la personnalité de Souyaï dans tous les discours qui sont faits par les ministres, par les préfets, par les maires qui sont du parti FCB. C'est l'allégeance, le chef d'État est loué comme si c'était le bon Dieu. Nous avons vu une gouvernance politique, et lui-même l'a dit, c'est le taux de croissance, mais c'est le fait que tous les acteurs, les vrais acteurs économiques, n'ont pas eu la possibilité, n'ont pas eu la facilité pour exercer. Vous savez, beaucoup ont dû quitter le pays. Et donc, il y a eu la pression, mais ils ont été pourchassés et d'autres ont été obligés de s'installer à l'extérieur. Sur le plan de la gouvernance syndicale, vous savez que depuis 2006, il n'est plus trop permis par ici de faire des mouvements de grève. Les syndicalistes qui sont à la bourse du travail, qui n'est pas très loin d'ici, peuvent vous en dire quelque chose. Et donc, quand je mets tout ça là, je crois que sur le plan de la démocratie, qui est la meilleure denrée que nous vendons à l'extérieur, en tout cas jusqu'en 2006 et jusqu'à maintenant, la démocratie a reculé sur tous les plans. Alors, Médéric François Gongo, ce discours possède une particularité, et il faut le reconnaître, d'avoir souligné aussi bien des réussites que des échecs des 10 dernières années, les 10 années de règne du président Boni Yayi, une franchise à saluer, et de toutes les façons. Parce que, par exemple, le chef de l'État reconnaît et regrette de n'avoir pas réussi à endiguer, à éradiquer la corruption malgré les efforts consentis. Lorsque le chef de l'État était arrivé, il était question d'observer un retard zéro dans l'administration. Il y avait une marche contre la corruption. Il y avait une volonté de permettre aux institutions de la République de bien fonctionner. Mais au bilan, nous constatons une instrumentalisation des institutions de la République. Nous constatons sur le front de la lutte contre la corruption, et notamment par la promotion du mérite et la reconnaissance des mérites, qui a une promotion de la crétinisation humaine. On a comme l'impression, par le truchement des concours de la honte, qu'on a voulu créer d'autres nouveaux Béninois. Et forcément, pervertir les valeurs morales, pervertir les valeurs républicaines. Et nous en sommes aujourd'hui à des dénonciations, des cascades de dénonciations. C'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le professeur Albert Evoye seul qui le dit. Je pense que tous les syndicalistes en conviennent pour reconnaître aujourd'hui, que ce soit au niveau de la foresterie, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit au niveau du ministère des Finances, que l'on veut créer d'autres catégories de Béninois. Nous étions le quartier latin de l'Afrique, mais l'on a voulu nous faire croire qu'on peut faire gouverner le pays par des gens qui sont moins intelligents, qui ont un coefficient d'encéphalisation largement en dessous de la moyenne nationale. Excusez-moi du peu. Je reviens sur le plan du développement économique pour constater tout simplement qu'on assistait de manière systématique au règne des gré à gré. On a assisté de manière systématique à l'utilisation à outrance des failles du système des marchés publics. On a assisté à outrance à la promotion des investisseurs étrangers au détriment des nationaux. Il faut le dire parce que nous avons par exemple la route commun Lokosa-Dobo, Kolodo qu'on a confiée à une société que nous avons vu sous d'autres fonds nous réaliser des routes. Je veux parler de Parakou, Wedjougou, je veux parler de Bodjikalimadi, je veux parler de plusieurs chantiers qui ont été des chantiers bâclés. Je veux parler également de nos amis chinois qui ont bien la volonté, mais qui ont laissé les pistes cyclables par exemple au niveau de Godomekwaou, mais qui nous font que des misères, qui ne font que des misères aux populations avec à la clé des accidents. Sur le plan de la gouvernance politique, on a constaté
une volonté du pouvoir en place d'en finir avec les politiciens classiques. Toutes les grandes tendances politiques ont été désamorcées. Ou on crée à l'intérieur des tendances politiques des divisions, c'est-à-dire on ne procède pas à implosion, ou l'on ne procède pas à explosion, en tentant d'asphyxier ces partis à regret, entreprises, qui étaient financées de toutes pièces par certaines personnes, mais qui se sont retrouvées récupérées sous Boni Yayi beaucoup plus qu'auparavant, par des acteurs économiques aujourd'hui qu'on a utilisés pour battre en brèche ceux qui, de manière régalienne, ont la mission de mener la vie publique. Et aujourd'hui, on le constate au niveau du front des élections présidentielles avec l'émergence des acteurs économiques. Je vais m'en arrêter là en attendant quelques autres préoccupations. Si je ne complétais pas... Médéric François Gongo, oui. on ne saurait quand même tout peindre en noir. Sur le plan économique, par exemple, j'ai pu relever des passages du discours du chef de l'État sur le plan économique, par exemple. La croissance économique est passée de 1,7% en 2005 à une estimation de 5,2% prévue pour 2015. Le taux de pauvreté est passé de 44% en 2006 à 29,15% en 2015. La charge salariale est passée de 36% en 2006 à 45% en 2015 contre une norme UEMOA de 35%. Et 1000 km linéaires de route ont été réalisés entre 2006 et 2015, soit 100 km par an, ce qui représente plus que la réalisation dans ce domaine depuis les indépendances jusqu'en 2006. Voilà un peu les passages du chef d'État. On ne saurait peindre ce discours en noir, totalement en noir, Médéric François Gongo. Oui, nous devons la vérité de reconnaître lorsque nous constatons qu'on a payé près de 187 milliards au niveau de la dette intérieure, qu'il y a eu du travail. Il y a eu du travail au niveau du ministère des Finances, mais également, nous devons, à la vérité, de stigmatiser que l'on a voulu instrumentaliser, politiser à outrance l'emploi des jeunes par la création des structures dont la gestion reste à auditer. Je veux parler du FNPEJ. On a vu ici qu'on a distribué de l'argent à des jeunes qui n'ont jamais été formés mais qui ont disparu dans la nature. Des tentatives de récupération de ces sous sont demeurées vaines. Les fonds dépensés pour récupérer ces sous, on doit les justifier. On a constaté qu'on veut créer des petits emplois à travers les microcrédits. C'est très bien. L'expérience de l'Inde ou de Bangladesh ou du Pakistan n'a pas prospéré au Bénin parce que lorsque l'on observe un peu, ce qui se passe, c'est que la plupart des femmes qui prennent les sous du FNM se considèrent comme des militantes qui ont eu droit à le gâteau national. Mais les chiffres n'engagent que ceux qui les élaborent. Je n'ai pas les éléments pouvant me permettre d'apprécier à juste titre. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, rares sont les Béninois qui mangent 2 fois par jour. Ce que je constate, c'est que dans les familles, les jeunes qui sont formés, les jeunes qui ont les meilleurs diplômes, ne sont pas ceux qui réussissent au concours. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de plaintes devant l'autorité de régulation des marchés publics. Ce que je constate, et je le constaterai jusqu'à ce qu'on me donne la preuve du contraire, c'est qu'aujourd'hui, on a forcé sur les institutions, on a amené des responsables des institutions à faire les allers-retours entre leur maison et le palais. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que les ministres n'étaient plus des commis d'État à leur lieu de place, mais qu'on a procédé par une gouvernance indirecte en appelant les directeurs généraux qui étaient devenus plus puissants que les ministres. Ce que je constate, à regret, c'est que tout va très mal. Et ces chiffres, pour moi, ne veulent rien dire lorsque nous rencontrons des gens qui ont de la peine à manger, lorsque des Béninois ont envahi Cotonou. Parce que s'il y avait du travail, il n'y aurait pas autant de émigrants. S'il y avait du travail, il n'y aurait pas autant d'ouvriers électoraux comme on le constate aujourd'hui qu'on utilise à satiété. Alors, Marcel Zoumeno, je vous retourne également à la question. 10 ans de gouvernance de Boni Yayi, tout n'était quand même pas négatif. Tout ne pouvait pas être négatif puisqu'il a été élu pour faire quelque chose. Mais ce que nous constatons, c'est que tout ce qui a été fait a été presque mal fait. C'est ce que... C'est-à-dire il a beaucoup. On a cité une gouvernance brouillonne. Et ça a vu avec les erreurs, les scandales. Et moi, il ne peut pas me mettre à citer les scandales, mais il y en a presque tous les jours, dans tous les secteurs d'activité dans le pays. Et donc,
ces scandales en 10 ans sont révélateurs du malaise de la gouvernance brouillonne qu'on a eue. On n'a jamais le temps pour bien peaufiner les dossiers, tout se fait de façon à la va-vite, si bien que on a beaucoup d'erreurs de choses là. Et vous voyez, les cas de détournement, de prévarication qu'on a sous ce régime sont nombreux. Moi, on ne peut pas se mettre à les citer ici. Maintenant, concernant les chiffres qu'il a avancés, moi, je me méfie des chiffres. Vous savez que à un certain moment, il y avait une guerre autour du taux de croissance au point où il y a un taux de croissance qui a été avancé, qui a été contesté par un homme politique qui est de la finance internationale. Et vous savez également qu'à un certain moment, il y avait 2 ou 3 structures qui donnaient des taux de croissance différents. Et donc, moi, je commence pas à me méfier de ces chiffres. Ce que je constate, c'est ce que je vois, comme l'a dit le confrère Médéric, c'est le malaise que nous voyons. C'est la misère ambiante qui est tout le temps autour de nous. C'est le nombre de mendiants que vous rencontrez dans les rues de Cotonou. C'est le nombre de jeunes chômeurs qui ont le master, qui ont la licence, qui sont à la maison à la charge de leurs parents. C'est ce que nous voyons. C'est vrai qu'il y a quelques efforts pour le recrutement. Mais vous savez comment les concours se déroulent ici. Et vous savez, toutes les manipulations qu'il y a autour des concours. Moi, j'ai pu prendre des jeunes dans une buvette quand j'étais en tournée il y a quelques mois à Parakou, se bagarrer autour des listes qu'ils ont envoyées pour le recrutement du dernier concours de la douane. Et ça, je l'ai vécu. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le pays, qui ont changé en mal dans le pays. Et nous devons avoir le courage de le dire. Parlant de la masse salariale, je note là une incohérence du gouvernement. Le gouvernement lui-même reconnaît que la masse salariale actuelle dépasse celle qui est prévue dans la norme de l'UEMOA. Et pourtant, on ne comprend pas pourquoi un gouvernement, à quelques mois de la fin de son mandat, lance un recrutement de 12 000 enseignants. C'est vrai que le besoin existe, mais le faire à cette période pour un gouvernement qui lui-même a alourdi les charges, je trouve que c'est une manière de créer des problèmes pour le prochain président de la République. Et justement, c'est un discours qui ouvre de nombreux chantiers inachevés pour le potentiel successeur du président Boni Yayi. Oui, tout à fait. Et comme ils sont dans la logique de la continuité, et peut-être que c'est pour que le même système soit là pour continuer à gérer. Sinon, je trouve qu'il y a des choses extrêmement graves. Je donne un exemple qui devait amener, et il y a tout récemment le gouvernement qui a voté un budget de 1,5 milliard. Vous savez, actuellement, on est dans une situation de crise pétrolière où le baril du pétrole est en chute. Le prix du baril du pétrole sur le marché international est en chute. Et donc, les spécialistes disent que nous allons rester dans cette situation pendant au moins 3 ans. Mais quand nous savons que notre pays la balance commerciale du pays est majoritairement dépendante du Nigeria, dont la première ressource est chaude, je ne sais pas si les gouvernements actuels, je me demande si les gouvernements actuels tiennent compte de ces paramètres pour augmenter le taux du budget national. Et je me demande si c'est réellement un budget réaliste qui est fait. Vous savez que depuis que le chef d'État est là, le SICFIB a été toujours un problème pour les gens et que le taux de réalisation du budget national n'a jamais atteint les 100%. Ça a toujours avoisiné autour de 50-60%. Et donc, tout ça, c'est des problèmes de gouvernance économique. Et pour quelqu'un qui vient de la Banque centrale, pour quelqu'un qui a amené avec lui beaucoup de cadres de la Banque centrale, moi je me pose de la BCEAO. Je me pose assez de questions sur la gouvernance économique du gouvernement. Mais d'ailleurs, François Gogo, très rapidement, on constate également que c'est un discours qui ouvre beaucoup de chantiers pour le potentiel successeur du président Boni Yayi. L'héritage serait très lourd parce que nous avons eu une exponentialisation des charges. Nous avons eu du volontarisme qui s'est trouvé buté contre des intérêts égoïstes et inavoués. Nous constatons sur le front du développement économique du pays la négation. Parce qu'évidemment, lorsqu'on ne va pas créer de la richesse nationale en appuyant,
en accordant, on parle du rapport du Driss Bindel. Ça, c'est du charabia, c'est du charlatanisme. Et attends, il y a contre-temps, autant de nous faire croire que ça passe. On cite des rapports de la Banque mondiale et autres. Mais non, nous avons simplement le Nigeria à côté. Quelle a été la politique d'arrimage de l'économie béninoise à l'économie nigériane? Au moment où les autres font de la veille économique, au moment où ils font de l'intelligence économique, au moment où ils ont des agents au Bénin et dans la sous-région, je veux parler des Nigérians, pour voir comment évoluent les mouvements, pour voir les produits qui sont sur le marché, comment les copier, comment envahir le pays pour éviter que la Thaïlande, la Chine et Hong Kong nous envoient des produits. Au moment où les autres travaillent, nous sommes ici, pour me résumer, à désarticuler l'administration publique en optant systématiquement pour la promotion de la médiocrité, à tuer les acteurs politiques, donc en tuant le débat d'idées, en tuant la libre expression, à caporaliser la presse, à instrumentaliser les élites urbaines et finalement à vouloir réinventer un autre Bénin. Heureusement, nous, malheureusement ou heureusement, nous étions de certains combats, mais nous devons à l'évidence et à la réalité de reconnaître que c'est un échec et un échec cuisant. Alors, en début d'émission, François Bongo a sorti l'expression « libération de la classe politique », la mise en veilleuse pratiquement de la classe politique. Alors, aujourd'hui, nous sommes à moins de 2 mois de l'élection présidentielle et des grands partis comme le PRD, l'Alliance l'Union fait la nation, la deuxième force politique pratiquement du pays, n'arrivent pas déjà à désigner un candidat. Est-ce qu'aujourd'hui, cela peut s'expliquer par cette mise en veilleuse? Est-ce qu'on peut l'expliquer par cela? Oui, par cela, oui. Mais le problème de la classe politique est beaucoup plus profond que cela. Actuellement, nous sommes dans une période de transition, je vais dire, de renouvellement de la classe politique. C'est pour la première fois que nous allons à une élection présidentielle, en tout cas depuis 2006, où il n'y a pas Soglo, il n'y a pas Kérékou, il n'y a pas Mouédi, il n'y a pas Yahi. Et donc, nous sommes en train de vouloir fabriquer une nouvelle classe parce que nous avons fait un cycle de 25 ans et nous sommes en train d'entrer dans un nouveau cycle de 25 ans avec de nouveaux acteurs politiques. C'est vrai que sous Yahi Boni, il y a une persécution de la classe politique. Le confrère l'a dit. Le gouvernement travaille pour faire disparaître la classe politique traditionnelle, pour installer une classe politique composée de gens qui ne font qu'applaudir le gouvernement. J'ai l'habitude de dire que les FCB, c'est le fan club du président Yahi Boni, puisque tous ceux qui y vont, c'est pour applaudir le chef de l'État, pour le louanger. Et donc, il y a tous ces problèmes mis ensemble. Mais il y a également le fait qu'aujourd'hui, la classe politique est prise en otage par les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, qui est le seul moyen de réussir dans cette classe politique, c'est le pouvoir financier. Et donc, ce genre de système a pu faire disparaître des patriotes qui ont des idées, qui ont des convictions, qui peuvent faire une bonne carrière dans la politique. Et donc, nous ne devons pas être surpris de ce qui nous arrive actuellement et du fait que des partis comme le PRD, des partis comme l'Union fait la nation, des partis comme quoi d'autre, la RB n'arrive pas à désigner de candidats. Ils attendent parce que, étant donné qu'ils sont fragilisés, ils n'ont plus les moyens, les possibilités de faire porter quelqu'un au pouvoir. Ils attendent de voir celui qui est sur la bonne voie pour l'accompagner. En 2006, c'est exactement comme ça que la classe politique s'est comportée en attendant les suffrages de Yahi Boni au premier tour pour l'accompagner. Et en 2016, nous risquons d'avoir le même schéma. Merci à vous, chers débatteurs, pour vos différentes analyses. Ce sera tout pour ce débat. On fait une pause, le temps de faire le point de l'actualité, de l'information avec la rédaction de SICA. On se retrouve juste après le journal. SICA TV fait escale au Bénin. Escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine